Amis sportifs, bonsoir. Vous faites bien de passer votre soirée en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport qui démarre à l'instant présent comme chaque mercredi soir. Au menu de cette édition, championnat du monde de volleyball senior dames. Le Cameroun est éliminé dès le premier tour de cette compétition qui se joue aux Pays-Bas et en Hollande. 5 matchs, 5 défaites. L'équipe nationale de volleyball senior dames n'a pas réussi à effectuer un parcours honorable comme elle l'espérait. Qu'est-ce qui peut expliquer cette contre-performance? Jean-René Akono, entraîneur de l'équipe nationale de volleyball dames, dresse le bilan de la participation du Cameroun à ce tournoi dans la pause actu dans un instant. Comme vous le savez, Coton Sport des Garois, en plus de son titre de champion de la saison, a remporté la Coupe du Cameroun de football en battant Bamboutos de Bouddha dimanche dernier à Yaoundé par 1-0. Sauf que le but, qui était d'ailleurs l'unique but de la partie, est au cœur d'une vive polémique. Y avait-il charge ou non sur le gardien de but de Bamboutos de Bouddha, Patrick Kibien? Comment expliquer cette controverse née au coup de sifflet final de cette rencontre qui marquait, on le rappelle, la fin de la saison sportive au Cameroun? Retour sur l'ambiance avant et après match, l'analyse d'un instructeur arbitre, notamment Sèche Kamdemkwa, mais bien évidemment le regard de nos invités sur ces différents sujets et bien d'autres. Et ils sont en plateau ce soir. Tadja Femba, ancien manager des clubs, il est toujours en tout cas dans le couloir du foot. Il est avec nous ce soir. Tadja, bonsoir. Bonsoir. On va dire quoi? Bonne année? Ça fait quand même longtemps. Hein? Ah, ouais. Bonsoir et bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs d'STV. Je suis toujours très fier de revenir dans cette maison, puisque beaucoup ne le savent pas, ou bien beaucoup l'ignorent. En 2009, nous avons animé la presse pour faire le match. J'étais consultant permanent, donc le temps a passé. À un moment, il faut aussi laisser la place aux autres qui montent. Parce que venez de temps en temps, c'est important. Je vous suis constamment et il y a beaucoup de jeunes personnes qui font de très bonnes analyses. Donc, à un moment, on laisse aussi la place et puis de temps en temps, on sera là. On revient quand même. Georges Bimber, rédacteur en chef de Radio Sport Info, émettant depuis Douala ici au Cameroun. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. Et puis Didier Yimkwa, homme politique, écologiste et analyste de sport aussi, est avec nous. Didier, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Lydie. Bonsoir, je salue mes co-débatteurs. Salut à tous les téléspectateurs de ton excellente émission. Merci. On va donc rentrer dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Je vous le disais tantôt, championnat du monde de volleyball senior dames. La compétition, c'est les Pays-Bas et la Pologne qui accueillent la compétition cette année. Le Cameroun faisait partie des pays africains qui, évidemment, devaient participer à ce tournoi. Sauf que après 5 matchs sanctionnés par autant de défaites, le Cameroun sort dès le premier tour de ce championnat du monde. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, faire aussi le bilan justement de la participation de l'équipe nationale dames, on va vous proposer d'écouter un extrait de l'interview de l'entraîneur Jean-René Akono. Il revient sur notre parcours, sur les forces et faiblesses aussi de l'équipe du Cameroun et les perspectives après ce championnat du monde. Regardez. J'étais en préparation pendant assez longtemps, presque 3 mois, parce que je me rappelle que l'équipe avait commencé avec le coach Anoma dès le 6 juin. Nous, on était arrivés un petit peu après fin juin, début juillet. Pour ma part, la préparation s'est bien passée. La seule chose qu'on déplore un petit peu, c'est qu'on n'ait pas pu avoir les visas pour aller continuer la préparation telle qu'on l'avait prévu dans la planification à l'étranger pour pouvoir avoir des partenaires d'entraînement, des matchs amicaux et commencer un petit peu à s'acclimater un petit peu au climat européen. Donc c'est la seule chose qui nous a manqué et c'est cette chose-là qui a même été très importante compte tenu un petit peu des résultats que nous avons ici. On était dans une poule un petit peu à 2 niveaux, ce que j'appelais la première division, c'est-à-dire l'Italie, la Hollande, la Belgique, et la deuxième division, ce que je prévoyais un petit peu, c'était le Kenya, le Cameroun, Porto Rico. Donc, je pense qu'on avait toutes nos chances. On avait vraiment beaucoup d'espoir. Mais le fait qu'on n'ait pas eu de match amicaux a été vraiment très handicapant. C'est ça qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes parce qu'on voit au fur et à mesure que les matchs avancent à quel point l'équipe progressait.
Parce qu'on repartait quand même sur un nouveau cycle avec l'arrêt des cadres qui étaient partis. Donc, il fallait qu'on se trouve, qu'on cherche à avoir une équipe qui puisse être compétitive. Je pourrais dire ici, par exemple, Blandaï, qu'on a décidé de mettre à la pointe, dont on a découvert des qualités. Ça fait que 3 semaines qu'elle joue en pointe pour pouvoir venir dans un championnat du monde. Et je pense que c'est assez court. Elle a fait, on a de gros espoirs sur elle parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a trouvé maintenant. Il faut qu'on travaille. Il y a aussi les autres. On a aussi pris la décision dans le staff d'intégrer toutes les jeunes qui sont arrivés là. Certains ont 17 ans. Je pense que c'est très intéressant. Du plan de vue morphologique, ici, on était l'équipe la plus jeune de la compétition. Il faut qu'on puisse vraiment mettre sur pied un travail intensif pour pouvoir étoffer ces jeunes-là parce qu'il y a énormément de potentiel. Donc, maintenant, on a perdu tous nos matchs ici. Bon, je dirais que tout n'est pas négatif. On a vu des choses très intéressantes, mais comme tout groupe jeune, comme le manque d'expérience, les performances étaient énormément en dents de scie. Des sets où on joue bien, des sets qu'on doit gagner, mais à un moment donné, le manque d'expérience nous rattrape, mais on a beaucoup appris. Je pense que ces jeunes, il y a un avenir prometteur. Il faut juste qu'on puisse retrouver les mêmes moyens, c'est-à-dire qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des visas à temps pour faire des préparations dignes de ce nom, notamment au niveau des matchs amicaux. Si on peut comparer avec les derniers championnats du monde qui avaient lieu en 2018, on a pratiquement fait 3 mois de préparation à l'étranger avec près de 31 matchs amicaux. Donc je laisse aux gens un petit peu de voir ce que ça peut représenter. On avait fait 31 matchs amicaux et avec la grande équipe qu'on avait, on a réussi à gagner le premier match, je crois que c'était contre le Mexique. C'était notre objectif et on a raté le second tour à 1-7. On a eu l'occasion de pouvoir accéder au second tour. Au match face à la Hollande, déjà la Hollande à l'époque, où il nous fallait juste gagner un set et on menait la Hollande 24-23. Et on a eu un ballon qui nous est revenu pour pouvoir conclure et gagner le set. Mais on a loupé le deuxième tour sur une mauvaise relance. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le haut niveau. On n'improvise pas, on ne peut pas arriver ici. La plupart des équipes ici avaient minimum 20 matchs amicaux. 20 matchs amicaux. Et nous, on a énormément rajeuni l'équipe. Donc, il nous en fallait encore beaucoup plus pour que les jeunes puissent s'aguerrir à la haute compétition. Et donc, l'objectif de la prochaine CAN, c'est d'aller gagner, de conserver notre titre. Mais ceci dit, ça prend 2 secondes pour le dire. C'est les mots. Comme tous les gens qui font des commentaires, ils analysent, ils critiquent tout, c'est 2 secondes. Mais maintenant, il faut mettre des choses en place pour pouvoir étoffer les jeunes pour qu'ils deviennent compétitifs. C'était Jean-René Akono, l'entraîneur de l'équipe nationale de volleyball senior dames. Il dressait là, Djaja Femba, le bilan du parcours de l'équipe camerounaise dans ce championnat du monde. On le rappelle, 5 matchs, 5 défaites. Est-ce que les différents facteurs, par exemple, qu'il a évoqués, l'absence de visa pour aller poursuivre le stage à l'étranger à temps, il parle aussi du départ des cadres, manque de véritables matchs amicaux, tout ça peut expliquer cette contre-performance du Cameroun sur l'échiquier mondial, selon vous? Je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'il a tout dit. Donc avant son interview, c'est les mêmes appréciations que j'avais. Puisque c'est une équipe qui a été renouvelée, donc il y a régénération. En sport, quelle que soit la discipline, lorsqu'il y a régénération, les fruits ne peuvent pas être escomptés immédiatement, donc ça prend un peu du temps. Et les cadres, c'est des filles qui avaient fait près de 8-10 ans ensemble. Maintenant, il y a des nouvelles filles de 17 ans qui arrivent et découvrent directement le haut niveau. Ce n'est pas évident, mais maintenant, là, je pourrais comprendre. L'aspect où je dis l'impréparation au niveau des sparring partenaires, au niveau des stages, pouvait aussi améliorer ses résultats, ou alors pourrait permettre à cette jeune fille d'acquérir mieux d'expérience. Parce que imaginez-vous que ces jeunes gamines, ces jeunes dames, si elles étaient allées, par exemple, en Coupe du Monde avec 20 matchs amicaux, elles n'auraient pas eu la même prestation
que découvrir le haut niveau sans avoir eu à être préparé. Donc, c'est le même problème qu'on a dans nos différentes disciplines sportives, un problème de préparation et de vision. Et lorsque vous avez une équipe nouvelle, une équipe jeune qui a été régénérée à peut-être 80-90%, à l'immédiat, on ne pense pas au résultat. Préparer ces jeunes filles, en les préparant, il faut mettre des éléments. Comme il a dit, c'est en 2 secondes qu'on dit qu'on peut gagner une CAN, qu'on peut aller au 2e tour d'une phase finale d'un championnat du Coupe du Monde. Mais maintenant, il faut une préparation avec la qualité de l'entraînement, avec la qualité des matchs amicaux, avec la qualité de l'accompagnement de ces jeunes filles. Et tout ça, ça prend une préparation. Ça nécessite d'abord une programmation avant les moyens. Maintenant, au Cameroun, on se réjouit des résultats qu'on n'a pas travaillé. Et vous allez voir si par hasard ou bien par miracle, ces jeunes filles parvenaient à gagner le prochain championnat d'Afrique, on va s'en réjouir, alors qu'au fond, il n'y a pas eu un travail qui a été fait. Donc, vivement qu'on maximise sur ces filles et qu'on projette la prochaine Coupe du Monde et mieux fait qu'en 2018, mieux fait qu'en 2022. Et c'est dans cette perspective qu'on pourra se projeter. Même lecture un peu, Didier. Moi, je peux résumer tout ce que le coach a dit en quelques mots. Hein. Tout était programmé pour échouer. Et puis, lorsque je l'écoute, je me sens très mal. Donc, si on a assez de tard, tel qu'il explique, pourquoi donc aller participer à la haute compétition? J'aurais souhaité que Est-ce qu'on y va juste parce que, comme disait Jean Le Coubertin, il faut juste participer? Vous savez, moi, quand j'écoute ce genre d'explication, ça me fait très mal. Pas que je n'ai pas du respect pour le coach, loin s'en faut. Mais voyez-vous, Lydie Makeda, moi j'ai eu la chance, pendant mes humanités au lycée, à Banganté, nous vivions à Banganté, mais nous vivions le volleyball de très loin. On avait un certain Charlie Chikanda, qui était à Bafoussam à l'époque, et j'avais la chance que j'avais mes aînés à Bafoussam, je pouvais faire aller-retour 2 fois par semaine. Je suivais le championnat de volleyball porté par un monsieur qui avait une vision, Charlie Chikanda. Et puis tout le monde sait aujourd'hui que ce monsieur a laissé des empreintes sur le volleyball camerounais. Ensuite, quand j'arrive à Yaoundé, je ne suis pas très loin du complexe Madagascar, qui a été détruit, on ne sait jamais pourquoi. Et puis je vivais le volleyball. Et on avait des mécènes qui portaient des équipes. Il y avait Fab Volleyball, avec Chemical Volleyball. Donc, et puis il y avait à Messa, le bassin même du volleyball camerounais se trouvait à Messa avec les bovins et consorts, avec les chamis et consorts. Donc, on voyait un championnat. Tout était assis sur un championnat. Mais aujourd'hui, moi, je découvre peut-être que je ne suis pas journaliste de sport, peut-être je suis déconnecté. Moi, je découvre le volleyball quand ils sont à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression on a l'impression qu'il y a rupture ou bien régression. Il n'y a rien sur le plan local. Regardez une ville comme Douala. Vous croyez qu'il manque de volleyeuses dans la ville de Douala? Ça ne bouillonne pas. On ne ressent pas. Je me rappelle à l'époque, quand moi j'étais à Yaoundé, on ressentait le volleyball. Si ce n'était pas à Messa, Yaoundé, c'était à Madagascar. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne se ressent rien. Lorsqu'on parle de volleyball, c'est tout ça parce qu'ils sont dans un événement international. Qu'est-ce qu'on va dire des hommes qui sont en train de prendre des raclets là où ils sont? Mais non, vraiment, Makeda, il faut dire la vérité. Nous sommes dans un pays où on concentre tout sur le football. On a tout concentré sur le football, oubliant d'autres disciplines. À côté, il y avait le handball, il y avait le basketball. Voyez-vous, c'est bien longtemps après que que je m'intéresse au football. Moi, j'aimais le basketball avec l'ONCPB, des équipes comme ça. Je pourrais te citer comme ça des internationaux. Moi, j'aimais le football, handball avec FAP, handball avec un certain monsieur ici, le coach. Donc, on a presque abandonné ce sport-là, malgré le discours politique. Il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Mais malheureusement, on se rend compte que le sport majeur, c'est le football. Peut-être parce que c'est le sport qui draine le plus les intérêts. Ça peut être des intérêts stratégiques, ça peut être des intérêts pécuniaires, je ne sais pas quoi. Mais il faut accepter que le football est le sport majeur. Tout est concentré sur le football. Et puis on a oublié comme ça le sport, le volley, le basket, le handball.
Malheureusement, c'est le constat amer qu'il faut avoir le courage de l'accepter froidement. Alors, Georges Bimbe, par exemple, après cette participation du Cameroun, c'est le président de la Fédération camerounaise de volleyball qui dit, par exemple, nous rentrons avec 0 victoire. Je crois que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais il faut dire que nous sommes venus ici avec une équipe très jeune, une équipe faite des cadettes et des juniors à laquelle on a ajouté quelques filles qui sont 3 fois championnes d'Afrique. Est-ce que pour vous aussi, tout était programmé pour échouer, pour paraphraser un peu Jean-Bruno Tagné? Non, peut-être pas pour échouer. Je pense que déjà, honnêtement, pour nous qui suivons un peu de près ces affaires-là, on savait que l'équipe allait avoir du mal à aller très loin. C'est dans le tournoi parce que, évidemment, pour des raisons qu'on a évoquées, je pense qu'ils ont beaucoup trop traîné au Cameroun. D'ailleurs, à un moment même, ils risquaient de ne pas se rendre du côté des Pays-Bas pour disputer ce tournoi. Encore heureux qu'ils se soient déplacés parce que la question se jouait même déjà à ce niveau-là. La préparation a pris un coup. Il ne faut pas non plus oublier aussi que cette équipe a perdu quand même beaucoup de ses cadres. Je pense qu'elles sont au nombre de 4. Laetitia Moma, Christine Nana, des filles qui sont parties. Je pense plutôt qu'il faut même davantage questionner. Vous savez, moi, ce qui m'embête, je ne vais pas peindre tout en noir comme mon prédécesseur, mais ce qui m'embête un peu, c'est que... c'est mon opinion. Non, je respecte parfaitement cette opinion, ne vous un inquiétez débat pas. contradictoire. Je respecte parfaitement. Je pense que le souci ici, c'est la manière dont ces filles-là sont parties. Je pense qu'elles sont parties étant en colère par rapport à un certain nombre de choses. Et cette équipe a pris un coup. On ne gagne pas la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois ou 3 fois d'affilée quand il n'y a pas quelque chose. Quand on en arrive à ce niveau, ça veut dire que quelque part, il y a quand même un niveau. Maintenant, là, c'était le championnat du monde. C'est-à-dire, on était plus sur le plan continental, le niveau était élevé. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec une équipe qui est en transition. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, c'est difficile d'aller chercher un résultat. Cependant, ne pas avoir de résultat, c'est une chose. Mais perdre tous les matchs sans être capable de remporter un seul set, c'est peut-être là où le bas blesse. Je trouve que sur le plan technique, il y a eu trop de difficultés. On était quand même limite sur... je peux comprendre, j'entends bien le discours qui consiste à dire qu'on est parti avec des jeunes filles, mais quand on est quand même limite sur des détails basiques sur le plan technique comme les passes, les smatchs, les services, ça pose quand même un problème réel de niveau. Et ça peut m'amener effectivement à aller un peu dans le sens de Didier un tout petit peu pour dire que sur le plan interne, effectivement, il y a un problème. On a décidé de concentrer le volleyball du côté de Yaoundé. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'ouvre pas suffisamment. Ils ont décidé de concentrer tout à ce niveau et ils font un certain nombre de choses à ce niveau. Alors moi, je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais je dis qu'on aurait pu ouvrir davantage. Il y a des villes comme Douala, il y a des villes comme Garoua, il y a d'autres villes comme Bafoussam. Mais je trouve qu'il y a une hyper-centralisation du côté Yaoundé et où ça donne l'impression qu'effectivement, si vous ne pratiquez pas le volley du côté Yaoundé, c'est difficile que vous vous retrouviez dans des sélections. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, parce que Didier, par la suite, il a eu global. La deuxième chose, évidemment que c'est un discours. Et lui qui fait dans la politique aussi sait très bien que les discours, c'est généralement pour ceux qui ont des oreilles simplement pour entendre, mais pas forcément pour écouter et faire de ça une réalité absolue. Il y a beaucoup trop dans ce sens, en tout cas, il y a beaucoup trop de... Il ne faut jamais prendre au premier degré ce qu'un politique dit. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de sport majeur, pas de sport mineur, ça ne reste qu'un discours. La vérité, nous tous, nous sommes au fait de la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le football donne des passions. Dans les pays développés où on essaie quand même, à côté du football, de donner le sentiment que les autres disciplines existent, tout ne se concentre pas qu'au niveau du décideur politique. Il faudrait nécessairement qu'il y ait une adéquation entre la discipline et le milieu socio-culturel et même économique dans lequel cette discipline évolue.
Tout comme dans le football, au Cameroun, qui finance? Qui veut financer dans le volley? Qui veut financer dans le hand? Est-ce que les responsables des entreprises et tout ça estiment que c'est un environnement où si tu viens mettre ton argent, ça va être rentable? Non. Le même débat se pose même déjà dans le football. C'est-à-dire le football qui nous donne l'impression que ça bouge un tout petit peu, le même débat existe de ce côté. À plus forte raison, dans cette discipline-là, personne ne va venir. Et puis, je vais dire que nous sommes tous des... Enfin, moi, on pratique, on est dans du sport, on tire nos revues du sport, mais il faut regarder peut-être plus haut. Sur le plan de la citoyenneté, il y a d'autres défis majeurs dans ce pays. Je ne vois pas l'État en train de mettre un argent considérable, surtout qu'on en met. Quand les volleyeuses partent comme ça, c'est l'État du Cameroun qui finance ce type de départ. Maintenant, est-ce qu'il faut faire plus? Moi, de ce que je vois ailleurs, c'est plus l'environnement socio-économique qui joue sa part de contribution. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui viennent mettre de l'argent, c'est des annonceurs qui financent à travers les médias. Donc, c'est ce qui se passe pour que les choses bougent. Et ça fait que les fédérations peuvent trouver des sponsors pour pouvoir s'auto-financer. Mais aujourd'hui, tout le monde s'agrippe à l'État à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bon, ce ministère, d'abord, combien comme budget pour fonctionner? Je ne dédouane pas. Ça ne veut pas dire que là-bas aussi, il n'y a pas des choses, quelques irrégularités. Mais je pense que parfois, il faut avoir cette vision un peu globale parce que ça permet de mieux percevoir dans le détail ce qui pose problème. Eux, ils ont la chance au volley. Le président est par ailleurs quelqu'un, quelque part. Je ne vais pas aller plus loin. C'est un fonctionnaire. Ça fait que, voilà, ça fait Il que... ne peut pas alimenter les caisses de la fédération avec les caisses du Trésor. Je crois qu'il est inspecteur des régies financières. Non? Voilà. Oui, Quoique, parfois, on peut penser que par rapport à certaines influences qu'il a, il arrive à décanter souvent certaines situations plus facilement que certains présidents d'autres disciplines comme le hand et autres. Mais ça, c'est le petit avantage que cette fédération-là a. Tant mieux, mais si on veut que les choses évoluent davantage, je pense qu'il faut aussi se dire que si sur le plan socio-économique, les choses ne bougent pas, on va rester ça aura des répercussions mais Lydie, là, je ne partage pas à 100% ce que Georges vient de dire. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai parlé un peu de l'historicité du football, du volleyball. Le volleyball, oui. Dans les années 80, les gens qui ont vécu à Bafoussam ont connu Chikanda avec ses poulains. C'était du volleyball formidable. Par exemple, concentrer le volleyball à Yaoundé, là, il a raison. Et puis, les annonceurs ne cherchent pas le média annoncé juste tout simplement parce que par philanthropie, non. Quand c'est bon, quand c'est attractif, ils y vont. Il est d'accord avec moi. Vous avez les stades? Dites-moi, il n'y a même pas de stade. Il y a un stade de volleyball à Douala. Moi, je me suis posé la question, pourquoi on a cassé, par exemple, le complexe, le stadium de Maraska à Yaoundé? C'était au temps du feu ministre, le docteur Fofé, pardon. Pourquoi on l'a fait? Moi, j'ai connu le volleyball à Messa. Ce n'était pas des gymnases comme on en trouve aujourd'hui aux États-Unis. Mais il y avait des aides de jeunes. Mais il n'y en a pas. Qui s'opposent. Mais si aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, aujourd'hui, il y a cela 40 ans. Mais si une entreprise aujourd'hui veut porter une jeune équipe de volleyball, mais à Douala, par exemple, il n'y a pas de stade. On a pas encore volleyball. Hein, heureusement. Mais vous savez combien d'entreprises nous en avons ici à Douala? Je te rappelle qu'il dit, Douala, c'est quand même 42% sur le plan national des établissements classés numéro 1. C'est ici à Douala, 42%. Presque 60% du PIB du Cameroun vient de Douala. Donc, si on n'a pas de stade, si on n'a pas d'infrastructure sportive en la matière, mais il ne faut pas pointer du doigt le problème socio-économique. C'est tout simplement parce qu'il n'y a rien en face sur lequel une entreprise peut bâtir une politique de promotion ou bien de communication. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On a tout mis dans le football. On a mis des milliards au stade Japoma, au stade de la réunification ici
au stade de rééducation à Bépanda, mais on n'a rien fait pour le volleyball. D'accord, Vous peut-être comprenez? pour sortir du sujet. Juste pour sortir Didier, Georges, et puis peut-être une petite réaction de c'est pas un Djadia. échange entre Didier et Non, moi, non, juste rien, pour mon sortir cher. et préciser que à Yaoundé, vous avez le palais polyvalent des sports. N'est-ce pas, ouais. À Douala, c'est vrai que pour le moment, c'est plus le stade de foot qui est terminé. Il y a même le palais à côté du stade Omiso, la marque de Wahinjo qui vient d'être refait. C'est là où on joue le championnat. Il y a beaucoup à Douala, vous avez d'ici peu de temps, je crois que Japoma va vraiment tenir son nom de complexe. J'espère. Donc, pour dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire au-delà du stade de foot. Ce que je dis, Lydie, ce que Didier vient de dire, remontons, allons dans les années 90 ou même bien avant. Ce débat ou ces exemples qu'il prend pour le volley, tu les avais dans le foot. C'est-à-dire, vous aviez des gens qui vous disent aujourd'hui que tu pouvais jouer au TKC, tu pouvais jouer au Canon de Yaoundé et tu avais l'impression de bien gagner ta vie parce que tu avais une entreprise pour laquelle tu travaillais. Quand je pointe du doigt l'environnement socio-économique, c'est parce qu'effectivement, les choses ont changé aujourd'hui. Je n'apprends rien à Didier qui connaît un certain nombre de choses dans l'univers, sur le plan politique et économique. Mais quand le FMI est arrivé en demandant est-ce qu'on ait plus des sociétés pareilles étatiques, même s'il y en a encore quelques qui subsistent, il y a des sociétés qui n'ont plus financé le sport. Il y a des entreprises d'État qui se sont détachées du milieu du sport. Et ça a été une mutation qui a un impact aujourd'hui, pas que dans le foot, mais sur beaucoup d'autres structures. Il y a des structures étatiques qui soutenaient effectivement les clubs dont il parle dans ces villes-là, mais qui, comme dans le foot, par rapport à la situation financière du pays et aux exigences du FMI, il y a des virages qu'on a dû prendre. Alors, à raison ou pas, moi, ça reste un débat politique, je n'y entre pas. Mais on ne peut pas ne pas dire que ce sont des faits. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à l'époque, on incitait ces entreprises à financer le sport à travers des redressements sur le plan fiscal. Mais aujourd'hui, l'État a tellement besoin d'argent parce qu'il y a des guerres partout, qu'il y a des procédures qu'on ne met plus en place. Il y a des mécanismes qui sont freinés. Et du coup, ça nous ramène à la situation qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que lorsque l'environnement socio-économique du Cameroun se portera encore un peu plus mieux, mais on va ressentir cela, pas que sur le panier de la ménagère quand ils font leur débat sur le plan politique, mais également dans le domaine du sport, parce que ça fait partie de la vie d'une société. Mais s'il faut s'attendre à ce que l'État continue d'être le Jésus de l'environnement sportif camerounais, ça va être très très compliqué et on aura malheureusement la situation qu'on a aujourd'hui. D'accord, peut-être Djadia pour sortir de ce premier sujet de la pause actu, par exemple, pour recentrer évidemment le débat après cette contre-performance du Cameroun au championnat du monde. Il est question désormais pour la Fédération camerounaise de volleyball de défendre le titre du Cameroun sur le plan africain. On a entendu Jean-René Akono le dire tout à l'heure. Et puis, poursuivre le programme qui va permettre à la sélection de quand même faire partie des meilleures nations du monde. Pourquoi pas, estime la FECA voulait. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, la problématique ou alors l'objectif devrait davantage être sur le plan africain où on a quand même une certaine assise non négligeable, ou alors véritablement se projeter et aller véritablement titiller les adversaires sur le plan mondial? Bon, comme on est en reconstruction, il faudrait d'abord se concentrer au niveau africain. Donc, à force de gagner, à force, comme on dit, l'appétit venant en mangeant, on pourrait penser titiller le haut niveau. Donc, je crois que l'entraîneur, Akono, il a été très clair. Il a évoqué des éléments purement techniques. Et si le gouvernement épouse sa philosophie, cette équipe sera très dangereuse dans les années à venir. Donc, il faudrait maintenant qu'on lui accorde assez de moyens, pour pouvoir réaliser ce qu'il pense. Donc, mettre en application son projet. Et que ces jeunes filles qui sont cadettes, juniors pour la plupart, puissent gagner en expérience et en maturité à travers les matchs amicaux, à travers les regroupements.
même si les professionnels ne sont pas là, qu'on puisse regrouper celles qui sont au niveau national de temps en temps et pouvoir faire des matchs amicaux avec des partenaires africains pour l'instant, même au niveau de la sous-région, même au niveau africain, il y a beaucoup de sélections africaines qui ont des très bonnes équipes, qu'on pouvait de temps en temps faire des petits matchs amicaux, faire des regroupements. Et à force de faire ces regroupements, ces jeunes filles étant ensemble, elles vont grandir, elles vont augmenter en puissance et puis greffer avec des professionnels qui arriveront au moment de la préparation de la compétition, on pourra faire des choses assez meilleures. Il faut noter aussi que généralement au niveau du volley, c'est des filles dont les préparations prennent assez de temps. Quand elles se préparent, c'est 2-3, vous avez écouté en 2018, où elles ont fait pratiquement 3 mois ensemble. Donc, ce n'est pas des préparations d'une semaine, 2 semaines. C'est des préparations qui prennent assez de temps. Ouais. Donc, il faudrait qu'on pense à cela maintenant. Chercher à les regrouper. Si on a même un problème de billet d'avion pour regrouper toute l'équipe, qu'on essaie même déjà de regrouper ceux qui sont au niveau du Cameroun, que ça crée déjà une cohésion, qu'on a déjà un statut, afin que les professionnels et les anciennes viennent se greffer à un temps, même si ce n'est pas assez considérable, mais on aura quand même quelque chose de mieux par rapport à cela. Et si elles se regroupent au Cameroun, qu'on met des moyens et qu'on de temps en temps on accorde 1 ou 2 matchs amicaux après une campagne de préparation ou bien une période de préparation. Et je crois à cette fille, parce que j'ai vu 1 ou 2 matchs, je crois à cette fille. Et c'est à leur âge, vu la morphologie, parce qu'il a dégagé aussi un critère très important. Oui. Contrairement aux équipes nationales féminines dans les années antérieures, ça c'est l'une des équipes qui de prime abord, dégage une bonne morphologie et c'est une équipe prometteuse. Donc, il faudrait juste croire à cette fille, les accompagner et mettre assez de moyens pour qu'on essaie de titiller le niveau européen et le niveau mondial, mais ça passe d'abord par le niveau africain. Reconquérir notre place, parce que même si on ne peut pas remporter, être au podium qui nous permettra de pouvoir avoir une possibilité de place au niveau international, parce que ça passe par le championnat d'Afrique. Si vous n'avez pas de bonnes prestations au championnat d'Afrique, vous n'aurez pas des bonnes places pour des compétitions internationales. Ça, on l'a compris. Merci bien. On va rapidement évoquer le second sujet de cette pause actu, Didier. La Confédération africaine de football qui a donc décidé de retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la Guinée. Et du côté du gouvernement guinéen, justement, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ont parlé de lobbying financier qui est plus puissant que les réalités. Et ils estiment qu'ils avaient quand même le temps de pouvoir construire les différentes infrastructures. Quelle est justement votre analyse par rapport à ce retrait? Ce n'est pas un glissement à tenir à préciser. Déjà, avant de répondre à ta question, Makeda, je voudrais faire une petite régression pour dire que si nous sommes dans la décentralisation et qu'on a transféré un certain nombre de compétences aux maires, il faudrait que ces maires-là puissent jouir de ces compétences-là et puis encadrer les jeunes basketteurs, volleyeurs, footballeurs dans leur commune. Ça, c'est faisable. Ils ont les moyens pour ça. En passant, l'actuel maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e est un haut cadre à la Fédération camerounaise de handball, le maire Fengwa. Voilà. Donc, il peut bien le faire. Il sait de quoi je parle. Venant donc au glissement ou bien au retrait. Au retrait, hein, ce n'est pas un glissement. Voilà. Parce que glissement ne veut pas dire retrait. Moi, j'ai suivi quelques journalistes guinéens qui, pour une fois, ceux que j'ai suivis là, ont été honnêtes. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Vous savez, Lydie Makeda, moi j'ai eu la chance d'être un peu très proche de l'organisation du CHAN, CAN Total 2021. Je vous assure que c'est une très très grosse machine. Lorsqu'on a affaire à 24 clubs. C'est une grosse machine. Pour le cas de Douala, avec le CHAN, il y avait le site de Japoma, le site de Bepanda. Il fallait mobiliser au moins 200 personnes dans les sous-commissions. Je vous dis au moins 200 personnes. Vous avez commission, hébergement, sécurité, santé,
je ne sais pas quoi, communication, transport, logistique. J'ai dit, il faut mobiliser au moins 200 personnes. Organiser la CAN aujourd'hui. Après ce que le Cameroun a fait, parce qu'il faut dire la vérité, le Cameroun a placé la barre très haut. Ouais. Organiser la CAN aujourd'hui, rester peut-être au niveau du Cameroun, ou bien un peu plus, il faut se réveiller très très tôt. Je ne suis pas sûr, hein, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, que la Guinée était prête à organiser cette CAN. Et je ne suis pas sûr que pendant longtemps, il y aura des pays qui seront prêts à organiser cette CAN. Et c'est là où le Cameroun peut jouer de ses acquis avec ses multiples stades, ses plus beaux stades, ses infrastructures quand même hyper modernes, comptées dans le monde entier, peut entrer en négociation avec la CAF. Pourquoi pas? Parce que ce ne sera pas facile. Non, le Cameroun aujourd'hui Nous sommes prêts. On peut candidater par rapport à l'organisation. Pourquoi pas? De la On CAN a tout. 2025. On a les plateaux techniques, on a les stades, on a l'expérience de l'organisation. Et là, je salue encore, ça m'arrive rarement, l'actuel ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwale-Kombi. Oui, parce que c'est lui qui était quand même à la manette de cette CAN-là, du Chan. Donc il faut quand même le saluer pour la réussite sur l'organisation. Je dis, la Guinée ne pouvait pas. J'ai suivi les Guinéens, les journalistes guinéens. Ils sont honnêtes, ils disent que leur pays n'était pas prêt. Il ne faudrait pas que... c'est vrai que sur le plan politique, sur la communication politique, oui, évidemment, les responsables politiques, il ne faut pas dire autre chose parce qu'il ne faut pas choquer. Ouais, ils disent qu'ils Le peuple, il ne faut pas choquer la population parce qu'on sait ce que c'est que le football. En Afrique, c'est quand même l'opium, c'est quand même presque la seule religion qui fédère toutes les tendances, c'est le football. Donc, tous les pays aimeraient aussi organiser la CAN, ne serait-ce une fois pour la vie, vous comprenez. Donc, moi, je pense que je ne suis pas sûr que le président de la CAF ait de mauvaise foi, loin s'en faut, je ne suis pas sûr. Je crois que il a sa décision, il a faite à partir quand même d'un certain nombre d'analyses que les experts de la CAF ont dû recueillir sur le terrain. Ils ont compris que la Guinée n'était pas prête. Est-ce qu'elle était prête dans une co-organisation? Voilà autant de questions que les experts se posent, des questions qu'ils se posent pour tirer la conclusion. Donc cette conclusion, on ne la tire pas à la hâte. On ne retire pas la CAN à un pays juste parce que, par amusement. Non, non, c'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de critères. Mais Lydie, moi, j'ai plusieurs fois, j'ai été avec la Commission nationale hébergement, venue de Yaoundé. Mais quand j'écoutais, lorsqu'on plaçait, on avait devant nous un responsable d'un hôtel, les questions qu'on lui posait, mais ce n'était pas un amusement. On avait l'impression que ce monsieur était en train de défendre une thèse de doctorat. On ne blague pas, la CAF ne blague pas avec ces critères. Et si vous n'êtes pas formé pour... Mais vous ne pouvez pas être, vous ne serez pas à jour. La CAF ne blague pas en matière d'organisation. Donc moi je pense que si le président de la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CAN à la Guinée, vraiment qu'elle se prépare pour d'autres années, c'est pas fini. Donc, pour vous, on comprend, c'est une bonne décision. Tchadja Fumba, ce retrait. Non, je ne veux pas dire que c'est une bonne décision pour la Guinée. Ça ne me plaît pas parce que je risque d'avoir des problèmes avec mes compatriotes guinéens. Tchadja Fumba. Je déplore, je suis obligé de le dire. Bon, ce que nous constatons, c'est que les problèmes de recul, de glissement, ça devient une actualité au niveau de la CAF. Elle ne date pas seulement de cet exécutif. Que ce soit avant, vous avez vu une année, la Guinée équatoriale était obligée de jouer les sapeurs-pompiers pour pouvoir organiser la CAN après le désistement, je crois que c'était du Maroc. Donc c'est des habitudes qui deviennent de plus en plus coutumières, que ce soit la CAF qui retire, que ce soit le pays qui désiste, ou alors que ce soit la CAF qui fait des glissements. Donc c'est des habitudes. Ça veut tout simplement dire quoi? Quand on tire des leçons, la leçon à tirer, c'est que premièrement, la CAF veut élever la compétition à un niveau international. Donc, veut contraindre les organisateurs de cette compétition aux exigences internationales. Se rapprocher, par exemple, des exigences de la Coupe du Monde. Parce que dans la vision de la CAF, c'est que
de par les Coupes d'Afrique mieux organisées, ça nous faciliterait l'organisation de la Coupe du Monde. Ouais. Sachant que la Coupe du Monde est devenue rotative, donc elle passe de continent à continent. Bientôt, elle arrivera en Afrique. Et en arrivera en Afrique, de plus en plus, on pense à une co-organisation. Il faudrait avoir des pays à même de pouvoir soit être en co-organisation de cette compétition. Il faudrait avoir des pays à même de pouvoir abriter les nations mondiales qui viendront peut-être pour les préparations, pour l'acclimatation et tout. Vous voyez que si la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire gagne la Coupe du Monde, la Guinée est un bon pays pour pouvoir préparer la Coupe du Monde peut-être en Côte d'Ivoire, comme on a vu en Afrique du Sud, où beaucoup de pays sont venus, Swaziland se préparer, tout ça. Donc, dans la vision de la CAN, c'est de faire progresser les nations en infrastructure, en qualité d'organisation, et elles deviennent de plus en plus exigeantes. On a même constaté au Cameroun comment la CAF, à un moment, nous, les Camerounais, on a cru que la CAF était tellement dure avec nous, et ça nous a mis au pas. Et nous, à fin de compte, nous avons tiré profit au niveau de l'organisation de cette compétition, et la CAF aussi s'est en réjouie. Donc, je pense que ça devrait plutôt nous tirer des leçons, et permettre à d'autres nations de commencer à se préparer pour pouvoir organiser la CAN. Ce n'est pas du moment où on candidate à l'organisation de la CAN qu'on doit la préparer. Non, il faudrait réunir un ensemble. Est-ce que le Cameroun devrait aussi annoncer sa candidature, hein? Didier, il dit, bon, on a tout pour candidater aussi. Je sais qu'on a tout, mais il faudrait qu'on souffle un peu. Parce que, soufflons un peu, parce que je crois qu'en 5 ou 6 ans, le Cameroun a fait la Coupe d'Afrique féminine, le Cameroun a fait le CHAN, le Cameroun a fait la Coupe d'Afrique. Je pense que... La CAF peut nous louer, hein. Non, dans ce sens, il y a des accords comme la Guinée équatoriale. Comme la Guinée équatoriale. Au ministère qui peut voir comment on peut dire. C'est pour ça que j'ai évoqué le cas de la Guinée équatoriale. Ce qui ne nous engage pas dans le cahier de charge. C'est pour ça que j'ai évoqué le cas de la Guinée équatoriale. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Américains. La Guinée équatoriale. Toujours des sentiers battus. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale avait aidé la CAF, je crois, quand le Maroc a aidé. C'est possible. La CAF peut vraiment. On peut développer un lobby, mais je dis, il faudrait que le Cameroun souffle. Le Cameroun souffle. Soufflons un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous permettre d'être plus concentrés là. Il faut qu'on souffle un peu. Et il faut capitaliser les infrastructures. Hein. Oui, mais pour capitaliser ces infrastructures, il y a beaucoup... C'est pas avec les mariages. Hein. Non, il y a beaucoup d'événements par lesquels on peut capitaliser. Les meetings politiques. Le problème à ce niveau, bien entendu, comme le président a commis un décret pour les infrastructures, et je pense que quand cette équipe va se mettre en place, elle va penser aussi à rentabiliser ces infrastructures entre autres dans son cahier de charges. Donc c'est une vision qui a été pensée aussi par le chef de l'État, et si on met des professionnels, ces infrastructures seront capitalisées. C'est un problème d'Afrique. Au Gabon, les infrastructures n'ont pas été capitalisées. En Guinée équatoriale, les infrastructures n'ont pas été capitalisées. C'est parce qu'à un moment, il faut mettre des professionnels. Parce que vous voyez, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, on capitalise ces infrastructures parce qu'il y a des professionnels. Il faut savoir qu'il y a des professionnels pour les événements culturels. Il y a des professionnels pour faire entrer de l'argent lorsqu'il y a ces infrastructures sportives. Il y a des professionnels, si on leur confie des tâches et on leur donne un cahier de charges, ils vont faire entrer de l'argent. Donc, qu'on souffle un peu et que les autres nations... Vous insistez là-dessus. Oui, il faut souffler un peu. Peut-être avant la pause, la réaction de Georges Bimé. Voilà, la CAF qui est dans l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée. D'autres pays sont déjà en train de se positionner. On a vu avec l'Algérie. Et forcément, il y aura aussi d'autres pays qui vont candidater. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation, Georges? Non, il y a l'Algérie, effectivement, mais je pense qu'il y a l'Afrique du Sud. C'est les deux pays qui toquent à la porte de la CAF aujourd'hui pour reprendre les choses en main. C'est dur quand même pour la Guinée, mais je pense que c'est aussi lié à... Il y a beaucoup de choses qui sont liées depuis le début de cette émission à l'environnement social. Là, pour le coup, c'est à l'environnement sociopolitique. La situation politique aujourd'hui en Guinée fait que on peut comprendre que la CAF fasse preuve de méfiance. C'est-à-dire, là, vous avez je pense, une amie qui est en place, pas sûr qu'elle va rester, et personne ne peut
percevoir ce qui peut se passer à l'avenir. Donc, quand vous êtes dans une situation pas très stable sur le plan politique, il est difficile parce qu'aujourd'hui, pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, la CAF a toujours besoin du politique dans le pays où elle va. Donc, avec la situation actuelle, c'est difficile d'avoir une projection. Et je pense que c'est l'une des sécurité. Voilà, c'est l'une des raisons, de mon point de vue, qui a pu amener la CAF à prendre ces décisions. L'autre chose aujourd'hui, c'est qu'on l'oublie peut-être, mais la CAF aujourd'hui, dans une volonté affirmée de faire tenir sa compétition majeure vers la période de juin-juillet, c'est-à-dire la période durant laquelle les joueurs ont terminé avec des engagements en club et peuvent venir de ce côté. Alors, beaucoup de gens, parce que je sais que c'est une question qui divise beaucoup, mais aujourd'hui, la Confédération africaine de football pense davantage business que orgueil ou estime de soi. Je m'explique rapidement. Le problème de météo, ce n'est pas un problème d'orgueil, c'est une réalité. Même l'orgueil. C'est pour ça que je vais y arriver. On ne doit pas rester à la traîne. En quelques secondes. Même l'orgueil. En quelques secondes. Qu'est-ce qui finance le football aujourd'hui? C'est les médias à travers les droits TV. C'est ça qui constitue la masse la plus importante du financement du football. Pendant des années, effectivement, nous avons organisé la CAN en janvier-février. Mais qu'est-ce qui se passe en janvier-février? Il se passe que les championnats ne sont pas arrêtés. Il se passe qu'il y a la Ligue des champions. Il se passe qu'il y a la Première Ligue. Alors, quelle est la télévision africaine qui parfois est capable d'arriver et de dire à la CAF que, OK, pour la diffusion de ta compétition en Afrique du Nord ou en Afrique centrale, je vais mettre tel montant. Ça n'existe pratiquement pas. Comment une institution, je rappelle que là où la CAF est en Égypte, elle loue, ce n'est pas son immeuble, enfin l'immeuble n'appartient pas à la Confédération africaine de football. C'est-à-dire, à un moment, il faut bien que cette CAF-là soit viable financièrement. Quand Motsepe est arrivé, le constat était clair. Il n'y avait pratiquement pas grand-chose dans les caisses. Donc, ils se sont dit qu'il faut prendre une autre trajectoire désormais, celle qui consiste à faire rentrer de l'argent. C'est d'ailleurs pourquoi il y a cette réflexion autour de cette ligue fermée qu'on veut mettre en place. L'idée, c'est de trouver le moyen d'avoir du financement. Et il est évident que, enfin, j'ai même parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile à cerner. Quand vous mettez la CAN en janvier-février, quelle est la télévision importante qui vient mettre de l'argent? La seule télévision, généralement, qui donne suffisamment d'argent, c'est une télévision française. Et elle donne combien? Et ce qu'elle donne, c'est parce qu'elle sait qu'il n'y a pas, en termes de compétitivité, il n'y a pas à ce moment-là, parce que tout le monde est tourné vers la Ligue des Champions, tout le monde est tourné vers les championnats européens, il n'y a pas moyen de négocier ce qu'on vient vous proposer. On vous propose ça et vous acceptez. Or, le petit avantage qui tire souvent de mettre ça en juin-juillet, c'est que non seulement ces compétitions-là sont arrêtées, et que parfois, entre la Copa América et la Confédération africaine de football, il y a moyen de mettre souvent la CAN à une période où tu peux maintenant avoir, en termes de compétitivité, concernant les annonceurs potentiels, le moyen de dire je ne fais pas avec un tel, je peux faire avec un tel. La conséquence directe, évidemment, je peux l'apercevoir, notamment en Afrique subsaharienne. Là, c'est quand je mets d'un côté le côté finance. C'est que, effectivement, vous l'avez évoqué, la question liée au climat. Évidemment que c'est un débat. Mais on ne peut pas me ôter de la tête que quelque part, quand on retire cette CAN à la Guinée, c'est parce qu'on sait très bien que si on fait jouer la CAN en Algérie ou en Afrique du Sud, on peut faire jouer cette CAN à une période qui n'est ni janvier ni février. Et pour terminer, si vous observez bien, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire aujourd'hui pose problème. Pourquoi? Parce que la CAN aujourd'hui est entre deux soucis. Rentabiliser financièrement et libérer même aussi un peu les joueurs. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs d'origine africaine qui arrivent en janvier dans leur sélection et qui perdent leur place de titulaire quand ils repartent. Nous, on a l'impression que ça n'a l'air de rien parce qu'en fait,
ceux qui sont souvent les plus connus ne souffrent pas de ce genre de choses. Mais vous voyez très bien que ceux qui sont moins connus en souffrent. Alors, je dis ceux qui sont les plus connus. Vous avez suivi la déclaration récente du président de Naples concernant les joueurs africains, en l'occurrence Zambangui, ça. Et il y a un attaquant très performant nigérian qui joue au sein de son club. Et lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, à quelques jours de la CAN, vous avez suivi la sortie d'une association importante du côté de la Première Ligue anglaise. Et ça va se multiplier. Ne pensez pas qu'on est parti pour que ça s'arrête. Et quand parce que moi je pense qu'ici, la question fondamentale, c'est le rapport de force. Est-ce que vous avez le moyen de répondre à ce type de lobbying? Quand vous n'en avez pas, vous devenez intelligent. C'est-à-dire, vous vous pliez dans un premier temps, vous faites comme les Asiatiques ont fait pendant des années, c'est-à-dire, on ne pouvait pas regarder l'Européen ou l'Occident droit dans les yeux, on a accepté, on a travaillé, et puis on est revenu plus tard en étant plus fort. Mais ça sert à quoi de bomber le torse quand vous ne pouvez pas? La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas lutter. On ne peut pas. Vous souhaitez réagir rapidement? Oui, je souhaitais réagir pour deux ou trois éléments évoqués par Georges. Première chose, les annonceurs ou bien les médias qui veulent couvrir un événement, c'est un problème de calendrier. OK. Ça veut dire que généralement la Coupe d'Afrique se joue en début d'après-midi et les championnats européens se jouent en soirée. Donc ça veut dire que c'est un problème de calendrier et d'accord parti au moment d'établir le calendrier. Même en Europe, lorsque la première ligue, la Ligue espagnole, la Liga, quand ils veulent faire les calendriers, ils associent les médias. OK. Nous mettons 12e journée, peut-être Barcelone, Real. Quelle est l'heure probable qui pourrait être... On regarde l'espace. C'est un problème d'espace dans les médias. C'est lié, lié à la considération. Non, j'en viens. Ça veut dire que si on a un annonceur ou bien un diffuseur qui veut les droits, il vous dit de 17h à 23h, je suis dans les championnats européens, et je peux vous accorder 14h, 17h. Et quitte à ce que l'Afrique adapte ses heures de programmation à 14h, 17h. Et c'est des heures d'habitude de la CAN. Et maintenant, les jours de Champions League, on peut ne pas jouer les mardis, mercredis, les matchs de qualification et c'est un problème de programmation. Tu es bien placé quand même pour savoir que jusqu'aujourd'hui, concernant la plus grande compétition organisée par la CAF, qui est la CAN, ceux qui viennent acheter les droits et qui mettent suffisamment d'argent, ce sont les médias européens. Et tu sais très bien qu'il y a une corrélation nette entre les responsables, présidents de ces clubs et ces responsables de médias. Donc, si par exemple, le président de Liverpool, à l'époque de Mané Salah, souffre quand il voit son joueur, deux de ses joueurs, alors qu'il est en train de jouer le titre avec Chelsea, partir en février, c'est-à-dire là où ça se décide, parce qu'il y a le Boxing Day en Afrique, il est facile pour lui d'appeler, je ne sais pas, le directeur de BBC ou de quoi que ce soit, pour dire tu ne mets rien sur ces affaires de Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je voulais juste dire, en termes de business, n'est-ce pas, chacun veut rentabiliser. Donc, si la qualité et le niveau de la CAN est d'un bon niveau, ils vont se plier et venir. Travaillons plutôt pour améliorer le niveau de la CAN. Moi, je pense dans ce sens. Parce que le niveau de la CAN n'est pas bon. Contrairement aux années 2000, le même problème se posait, mais on faisait avec. Parce que le niveau de la CAN avait un niveau très bon. Dans les médias du monde, quand on fait des sondages, des statistiques, vous voyez qu'en Asie, on voyait la Coupe d'Afrique. En Amérique, on voyait la Coupe d'Afrique. En Europe, on voyait. Maintenant, la dernière CAN même, les Européens étaient un peu au courant. Les médias européens étaient un peu au courant. L'Europe qui est à la sortie de l'Afrique. Parce que leurs représentants... Parce que le niveau n'était pas bon. Oui, mais aussi... Bon, le niveau, c'est la même chose. Si je fais... Bon, on va arriver peut-être. Je fais un parallèle avec le championnat camerounais. Les gens ne vont plus au stade parce qu'ils ne trouvent pas le niveau. Il y a cela 10, 15, 20, 30, 30. Les gens suivaient. On parlait championnat camerounais. Les gens citaient les joueurs. Parce que quand ils arrivaient, ils avaient satisfaction au niveau du spectacle. Le niveau de la CAN est devenu très bas. La preuve, combien de joueurs évoluant dans leur pays, après la CAN, trouvent des transferts directs pour l'Europe? On n'en voit plus. C'est très rare. Les recruteurs arrivaient à la CAN était au Cameroun. Il y a eu combien de recruteurs européens? Combien de clubs européens ou asiatiques ont envoyé les scouts? Mais en 2098, les gars décochaient les contrats. Même les gars qui étaient remplaçants jouaient 2-3 minutes, décochaient les contrats. Pendant la compétition. Donc ça veut donc dire que si nous, Africains, on pense à travailler et à améliorer notre niveau,
Ces annonceurs... C'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Voilà. C'est-à-dire ils veulent que les fédérations se structurent pour avoir des championnats de qualité, des joueurs de qualité. Justement. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils le font, ils ne peuvent plus, au moment où on se parle, ils ne peuvent pas lutter de manière frontale avec une réalité qui est tout autre. Mais c'est pour ça que j'ai proposé les méthodes palliatives. Vous allez vers cette le problème, diffuseur... c'est la discussion. Sauf Oui. que tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui, en réalité, est dans une forme d'hypocrisie parce qu'il estime d'abord, je vais te dire, parmi eux, il y a des gens, il y en a qui achètent les droits TV de la Ligue des Champions sur 2 ans, 3 ans, de la Première Ligue sur 2 ans, 3 ans, sur un certain nombre d'années. Donc, quand tu viens avec ta compétition, les joueurs qui leur donnent de l'argent sur ces droits TV en Première Ligue et tout ça, parmi eux, il y a des joueurs africains qui sont en train de partir pour aller jouer une autre compétition qui n'a pas la même dimension et qui ne fait pas la même rentabilité pour cette chaîne-là. Parce qu'eux, ils gagnent à travers quoi? Ils gagnent à travers la publicité. Donc, il y a ce boycott qui... Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il ne veut pas le dire, mais c'est ça la vérité aujourd'hui. Il y a ce boycott lié à cette date qui est de janvier-février qui pose problème. Et moi, je suis totalement d'accord avec les gens de la Confédération africaine de football qui pensent qu'aujourd'hui, ça ne sert absolument plus à rien d'aller dans ce combat-là. Parce qu'on n'a pas les arguments solides pour lutter. Par contre, on a les arguments pour continuer. Parce que quand tu mets cette compétition à la période de juin-juillet, parfois, il arrive que les championnats sont arrêtés, ils se font de l'argent. Maintenant, il revient à eux aussi, en tant qu'administrateurs, justement, de profiter de ce moment-là pour se faire suffisamment d'argent, pour financer le football africain à un certain niveau. Et puis arrivera un moment où on pourra par la suite revenir et regarder ces gens droit dans les yeux. Mais à l'état actuel aujourd'hui, je comprends l'orgueil, mais on ne peut pas. L'Afrique doit se préparer. On ne peut pas. On va marquer une pause publicitaire et évoluer dans l'émission. On observe cette pause et puis on se retrouve juste derrière. On a eu l'argent avec Ayatou. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady, Creator Dark Power, no limits. Oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. Retour en plateau, c'est vrai, le débat se poursuit et on va rentrer dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, Didier voulait ajouter quelque chose par rapport au débat actuel sur le retrait de la CAN à la Guinée, les conséquences, etc. D'abord, moi, je voulais dire ceci. On ne peut pas se réveiller un matin et organiser une CAN. Il faut commencer d'abord par des événements moyens, comme CAN féminine, le CHAN, et puis avant d'arriver au Graal, qui est la CAN des hommes. Et bon, maintenant, sur les discussions, les échanges qu'il y a eu entre les deux copanélistes. La CAN en juin ou pas? Vous savez, déjà, Lydie, les vacances chez nous, c'est quand? C'est en juin. C'est en juin. Vous savez qui a fixé ça? C'est le colon. C'est le colon. C'est-à-dire, il a observé que entre juin, juillet, septembre, il pleut exagérément. Et chez lui, c'est l'été. Et chez lui, c'est l'été. Le soleil. Il a donc programmé ses vacances. C'est la même chose. C'est le modèle dans lequel nous sommes. Et puis, ce qui me cœur, c'est que les Africains ont le complexe de la deuxième place. C'est dans les schèmes, on appelle ça les schèmes mentaux. C'est-à-dire, on ne veut pas travailler. Mindset. Il a dit quelque chose de pertinent lorsqu'il parle de rapport de force. Ouais. Mais il faut travailler pour le renverser. Absolument. Pas pour rester là dans les discours. Nous sortons d'une fête au stade Amadou Ahidjo l'autre jour. J'ai suivi les discussions. Tu sais, la discussion qui intéresse tout le monde, c'est le prix des chaussures de Samuel Eto'o. C'est ces chaussures. Alors que nous sortons, il y a plusieurs choses tout autour de cet événement, mais c'est le prix des chaussures du président de l'Africa Foot qui intéresse les gens. Le football aujourd'hui, en particulier, comme le sport en général, est devenu ce qu'on appelle le soft power. Et eux, ils ont très vite compris ça.
Parce qu'il y a le soft power. Nous sommes là dans le champ des relations internationales. Il y a le soft power, il y a le hard power. Le hard power, c'est la guerre. Mais un autre type de guerre, le soft, c'est-à-dire l'intelligentsia. Et c'est ce qu'ils font. Mais nous, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas. On ne veut rien faire. Ce qui se passe dans les grands championnats du monde aujourd'hui, Italie, France, Angleterre, Portugal, ce n'est pas un fait de génération spontanée. Ce n'est pas tombé du ciel. À un moment donné, les gens ont pensé, ils ont rêvé, ils ont pensé, ils ont théorisé, ils ont conceptualisé, ils ont mis ça sur le terrain. La science est née en Afrique. Pourquoi les Africains doivent être à la traîne? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Tout est né en Égypte. Pourquoi nous devons être à la traîne? Tout simplement parce que nous n'aimons pas travailler. Le problème à la base, c'est le travail. D'accord. Donc, on comprend que l'Afrique, en tout cas, doit redéfinir un certain nombre de choses et travailler pour en Ah, ben, c'est que le continent va rester à la traîne. On a compris. Merci bien, Didier Youmka. On rentre donc dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat axé ce soir sur cette finale de la Coupe du Cameroun de football disputée dimanche dernier du côté de Yaoundé. Coton Sport qui a battu Bamoutos de Bouddha par 1-0. Et il y a une grosse polémique autour de l'unique but de la partie. Y avait-il Retour, François Xavier Nkwa, retour sur ce reportage ambiance avant le match et après match avec Olivier Bouzik. Y avait-il charge ou non sur le gardien de Bamoutos de Bouddha, Patrick Kibien, lors du but inscrit à la 90e minute par Marou Chouaïb? C'est la grande affluence ici au marché Mokolo avec les supporters de Bamoutos de Bouddha qui sont gonflés à bloc. Ils sont prêts pour le match de dimanche prochain. Ils veulent remporter le trophée de la Coupe du Cameroun pour la toute première fois. C'est l'effervescence ici au marché Mokolo. Pas moyen de dire le mot, placer le moindre mot. Ils sont prêts pour le match de dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, le match de dimanche. Non, nous sommes prêts, nous sommes bien préparés et nous sommes déjà sur les gars, le coton, le jour venu. Est-ce que vous le coton sport de Garoua? Coton est à plusieurs fois champion du Cameroun. Nous n'avons pas peur de coton. Nous sommes dynamiques, nous sommes déterminés à gagner ce match. Nous sommes sur nous. Et nous allons battre le coton sur. Avec 2-0. Le match de dimanche, comment vous, supporters, vous êtes en train de vous préparer pour arriver au stade de dimanche prochain? Nous avons fait tout pour être au stade de dimanche. Avec toute la population de Yaoundé, de Mokolo, comme nous sommes derrière Bamoutos. Bamoutos, c'est pour nous, Mangwa Boy, pour les 16 villages qui sont représentés à Mokolo. Nous tous on va dire là. Nous tous Bamoutos, oyez! Bamoutos, oyez! Bamoutos, oyez! Bamoutos, oyez! Oyez! Je crois que cette année c'est pour nous, c'est pour nous. Le score c'est 2-0. Je crois que cette année c'est pour nous, c'est pour nous. Le score c'est pour nous, c'est 2-0. Il faut dire que dans l'ambiance, il y a également les supporters de Coton Sport de Garoua qui, eux, à leur niveau également se préparent pour le match de dimanche prochain. Coton Sport de Garoua est là, représenté. Alors, le match de dimanche. Le match de dimanche. Je fais pour Coton Sport de Garoua. Coton Sport à la première mi-temps mènera Bamoutos de 2 buts à 0. Et à la seconde mi-temps, il va gagner le troisième but. La seconde match, ce sont les scores de 3-0 en faveur de Coton Sport de Garoua. Vive Coton Sport! Je ne vois même pas le Bamoutos de Bouddha. Le calme est profond. On enterrit le stade est plein. On descend champé, handicap plein. 3-0. Il n'y a pas match. Comme le président il ne fait pas les bruits, non. Il vient seulement, il reçoit. C'est comme ça que Coton va faire. Bouddha n'a jamais gagné le Coton. Comment vous allez vous mobiliser dimanche prochain pour... Non, nous sommes d'abord bien populaires d'abord et nous sommes d'abord mobilisés d'abord. Bon, le match de dimanche, là, il n'y a même pas de match. Après ça a donné 2-0, Coton donne 4-0.
Donc c'est déjà automatique, donc il n'y a même pas à discuter là-bas. Vous comptez sur quel joueur de côté? Non, plusieurs, on ne compte même pas sur une seule joueur. Donc on a quand même les joueurs qui sont, on a les professionnels quand même au coton. Donc on ne peut pas compter sur une seule joueur quand même. On a plus de joueurs là-bas qui jouent à l'extérieur là-bas. Donc les matchs se jouent, il n'y a même pas de match. Après ça a donné 2, Coton va donner 4-0. Donc il n'y a même pas de match. Coton, victoire, Coton, voyez! Coton, voyez! Il a fallu attendre jusqu'aux arrêts de jeu pour voir Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Mbouda se départager suite au but laborieux inscrit par l'attaquant des cotonculteurs. Dans les gradins, c'est la libération. Après une rencontre âprement disputée durant laquelle les supporters des deux équipes auraient répondu présents en fanfare, tambour et sifflet. Dans l'intervalle du but et du coup de sifflet final, les cotonculteurs ont dû retenir leur souffle. Moins de 2 minutes passées, l'arbitre central libère les verts blancs des bandades. Les supporters de Bamboutos quittent le stade déçus. L'air de jeu envahi, les stadiers sont débordés. Les forces de l'ordre appelées en renfort sécurisent les joueurs. Quelques supporters sont expulsés de force. Mais la force de l'ordre s'est affaiblie face à l'exultation populaire après un 7e sacre acquis de justesse. Voilà, c'était un peu l'ambiance avant et pendant, après match aussi, que nous proposait Olivier Bouziqueux. Avant de vous proposer la réaction de l'instructeur arbitre Serge Kamdemkwam sur le but à polémique, peut-être une réaction rapide, Tchadja Femba, sur le match, la ferveur populaire qu'on a vu, et aussi ce débordement-là, cette grosse ambiance au coup des sifflets final. Bon, pour la ferveur populaire, c'est connu de tous ces Bamboutos gagnent beaucoup de foule, donc... Comme j'entends partout, c'est l'exécutif qui a fait... En 2016, si vous voyez la finale Bamboutos APGS, si j'ai bonne mémoire, le stade était pratiquement plein. Et APGS n'a même pas de spectateurs. Donc, il faut comprendre que le stade était rempli en 2016, Bamboutos APGS. Parce que c'est la deuxième finale que Bamboutos perd. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner les foules. Partout, Bamboutos joue au Cameroun. Vous croyez à l'extérieur. Bamboutos vient jouer à Bertois, à Garoua même. Vous croyez à l'extérieur alors que vous êtes en train de recevoir Bamboutos. C'est une équipe qui gagne beaucoup de foule. Ça peut aussi expliquer parce que, vous voyez, c'est l'une des rares équipes mythiques qui n'a pas le nom, qui n'a pas un nom, soit d'un animal ou d'un objet ou de quelque chose, mais qui a le nom d'un département. Vous voyez, Bamboutos. Ouais. Ailleurs, on va voir le Canon, on va voir, je ne sais pas, Hypervier, Caïman, Léopard. Donc, ça veut dire que, comme il dit, c'est le fils unique. Donc, tout le département de Bamboutos se reconnaît derrière cette équipe. Et la mobilisation est toujours présente lorsqu'ils sortent. Maintenant, je déplore une situation à la fin du match pour une équipe pour un pays qui vient d'organiser une très bonne compétition comme la CAN, où on a vu un niveau de sécurité assez élevé. Et qu'à la fin du match, on se retrouve dans cette situation. Imaginez-vous que les supporters, ceux qui entraient au stade avec l'effet de la défaite, auraient eu voie de fait soit sur Coton ou sur les avis ou sur les officiels. Parce que lorsqu'on perd un match, il faut être assez faible pour ne pas avoir des pensées bizarres. Donc, en plus, même les joueurs qui viennent de remporter l'effet d'être accourus, l'effet d'être portés, tout ça, il y a la fatigue. Ils peuvent avoir des évanouis, il peut avoir... Donc, il faut davantage renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité pour ce type d'événement. Lorsque le match finit, diriger les supporters ou bien les spectateurs vers la sortie et les acteurs soient vraiment libérés. La gueule d'avant et après match, c'est connu de tous. La gueule d'avant et après match, c'est connu de tous. Il faudrait aussi noter que 2 finales perdues déjà d'affilée pour Bamboutos, ce n'est pas de bons signes. Il
Il faudrait briser ce signe indien. Il faudrait travailler pour briser ce signe pour les échéances à venir. On va donc vous proposer ces explications, hein, ce que dit la loi par rapport à ce qui s'est passé lors du but, de l'unique but de la partie. Nous avons joint Serge Kamdem-Kwam depuis l'Europe pour avoir évidemment son analyse. Regardez cela dans ce reportage. Y avait-il charge ou non sur le gardien de Bamoutos de Bouddha, Patrick Kibien, lors du but inscrit à la 90e minute par Marou Chouaïbou de Coton Sport de Garoua en finale de la Coupe du Cameroun de football disputée le dimanche 2 octobre à Yaoundé? Au lendemain de cette rencontre remportée par les cotonculteurs par 1-0, l'action qui a conduit au but continue d'alimenter la polémique. Pour cet ancien arbitre devenu instructeur, il y a eu charge sur le gardien de but. La loi, elle est claire. Lorsqu'un gardien de but se trouve dans sa surface de réparation et contrôle le ballon, contrôler ici veut dire qu'il le tient avec une partie de ses mains ou bien les deux mains, vous n'avez pas le droit de le charger. Quand il est dans la surface, non. Dans la surface de réparation, non, c'est interdit. Et là-dessus, l'image elle est assez claire. On voit un gardien de but qui a presque contrôlé son ballon parce qu'il le tient quand l'attaquant de Coton dans son saut vient le heurter dans les airs. Et là-dessus, j'ai dit, l'arbitre n'avait pas d'autre solution en réalité que de siffler faute. Ce qui n'a pas été le cas. Cependant, ce but aurait pu être annulé si les arbitres étaient dotés de moyens de communication modernes, selon Serge Kamdem-Kwam. Sauf cette erreur-là, ce match serait déroulé dans de bonnes conditions, mais malheureusement, il y a cette tâche et ça reste généralement dans la carrière d'un arbitre. Donc, ce but, malheureusement, aurait pu être annulé si les arbitres avaient des moyens de communication modernes, sans les oreillettes ou bien la vidéo-assistance à l'arbitrage. Donc, malheureusement, le pire est arrivé. Coton Sport est un beau champion. Bamoutos, très bonne équipe qui va perdre et ça va faire mal parce que c'est une équipe qui est en quête de son premier trophée. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi la polémique enfle. Là-dessus, personne ne pourrait empêcher les gens d'aller de leurs commentaires. Dimanche 2 octobre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Coton Sport de Garoua s'impose face à Bamoutos de Bouddha par 1-0 en finale de la Coupe du Cameroun de football, synonyme par ailleurs de la fin de la saison sportive au Cameroun. Les Verts blancs de Garoua. Alors, Georges Bembe, est-ce que ces explications, par exemple, de l'instructeur arbitre Serge Kamdem-Kwam, vous semblent pertinentes au vu de ce qui s'est passé? C'est clair, non. Je n'ai même pas eu l'ombre d'un doute après le match. C'était une grosse erreur arbitrale, très grosse erreur arbitrale. Et heureusement qu'il a évoqué les tests, et effectivement, les tests sont clairs. Quand un gardien se saisit déjà du ballon de la main, le moindre contact avec lui, c'est faute. Qu'elle soit importante ou légère, c'est faute. Et en l'occurrence, Kibien s'est saisi du ballon. Il y a contact avec Marou, dont l'arbitre doit automatiquement s'y faire la faute. C'est une grosse erreur arbitrale et terrible même à ce niveau-là puisque là on est en finale quand même de la Coupe du Cameroun. C'est pas possible. Non seulement on est en finale de la Coupe du Cameroun, mais on est dans les arrêts de jeu. Ça veut dire qu'à travers cette décision, vous êtes déjà en train de faire un vainqueur. Donc moi, c'est dommage parce qu'en plus, c'est une dame qui dirigeait la finale. C'est dommage vraiment que ça tombe sur elle, mais c'est une grosse erreur. Et puis je vois, parce que bon, je comprends un peu l'aide du corps, je vois qu'il veut rattraper en évoquant le manque de matériel. C'est pas faux, mais la vérité, c'est que avant même le manque de matériel, moi, il y a quelque chose de terrible qui m'a marqué. L'arbitre est loin de l'action, donc elle prend une décision. Mais la première personne qui est directement dans cette zone-là du terrain, sur le feu des projecteurs, c'est l'assistante. En l'occurrence, à Tézambon. D'ailleurs, sur la nouvelle loi concernant les arbitres, quand il y a une situation qui se passe dans cette zone, l'arbitre de touche entre sur le terrain pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous vous en souvenez, vers la fin du championnat la saison dernière, on jouait les playoffs du côté Garoua. Une nation comme ça qui a circulé, qui a fait le tour sur les réseaux sociaux. On a vu un arbitre assistant entrer avec son fanion sur l'aire de jeu. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe, il devient fou? Non, c'est ce qui est prévu dans les tests en vigueur désormais. C'est que pour s'assurer, parce que là, c'est sa zone. C'est moins la zone de l'arbitre central, c'est plus la zone de l'assistante. Et ce qui m'a donc complètement
éberlué, c'est que quand Ngimbat, qui est l'arbitre central, quand Marou marque, c'est moi la réaction d'Atezambon qui me dépasse. Atezambon, qui est l'assistante, fait quoi? Elle marche vers la ligne médiane. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas un peu les codes très spécifiques, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'en fait, quand vous marchez vers la ligne médiane, vous êtes en train de dire à votre arbitre central qui a but. Qui a but. Donc, parce que je sais qu'il y a une vidéo par la suite où elle dit autre chose, mais certainement, elle dit autre chose parce qu'elle dit autre chose parce qu'elle veut se rattraper. Voilà, il faut authentifier. Oui, mais les faits sont clairs. C'est que, parce qu'aujourd'hui, tout le monde accable l'arbitre central. Mais il faut dire les choses aux gens. La première responsabilité liée à la zone où il y a action, c'est l'assistante. Donc, c'est sa réaction qui détermine de manière directe la décision de l'arbitre central. Parce que l'arbitre central est loin. Donc, si à un seul moment, Mme Atezambon s'arrête, même pour 1 minute, elle crée le doute. Donc, c'est-à-dire, parce que tout à l'heure, quand on disait, elles n'ont pas pu échanger. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus... Parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie qui permet qu'il y ait des kits. Mais avant, effectivement, il y a ces méthodes-là qui permettent de comprendre la situation. Donc, si elle s'arrête, même pour 1 seconde, soit elle met le doute dans la tête de la vie centrale, et donc dans ce cas, elle ne prend pas une décision spontanée. Elle va attendre quelques secondes et elle risque d'aller vers elle pour discuter d'abord. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut même pas avoir de doute. Parce que si elle, de loin, elle pense qu'il n'y a pas faute, et que son juge, qui est supposé lui donner l'orientation à terme, est en train de marcher vers le rond central, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? De manière automatique, elle décide de prendre la décision, enfin, elle décide qu'il y a but. Et donc, c'est ça qui est très embêtant. Alors, moi, je ne veux pas accabler Atezambon, mais je tiens quand même à rappeler que dans ce trio arbitral, c'est elle qui est la plus expérimentée. Donc, en tant que l'arbitre la plus expérimentée quand même, je trouve que l'erreur est tellement moche que je me pose bien la question de savoir comment à ce niveau-là elle peut agir de cette façon. C'est terrible, en fait, ce qui s'est passé. C'est terrible. Et moi, je comprends parfaitement les supporters de Bamboutos de Mouda qui ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose. Alors, ce n'est pas sûr que s'il n'y a pas but, Bamboutos va gagner non plus. Voilà. Ça, mais vous ne pouvez pas retirer ce sentiment d'injustice. Alors, on va me dire que l'erreur est humaine. Évidemment que l'erreur est humaine et que ces filles-là, c'est après tout, c'est des êtres humains. Donc, elles peuvent commettre des erreurs. Mais mon problème, c'est quand même un peu bizarre. On est dans les arrêts de jeu. À ce niveau-là, quand même, je veux dire que... Regardez, prenez tous les arbitres que vous allez prendre. Ils vont vous dire que, en fait, c'est tellement flagrant. Dès qu'il y a contact, il y a faute. C'est-à-dire, qui vient avec le ballon, c'est-à-dire que ce soit... C'est-à-dire, vous avez juste besoin de l'effleurer. À partir du moment où il a déjà, avec la main, capté le ballon, si de lui-même, sans qu'il y ait contact, il n'a pas relâché, voilà. Donc, il aurait pu. Mais lui, il a décidé de se saisir du ballon. Mais il n'a pas relâché le ballon sans qu'il y ait contact. Donc, de manière automatique, le but doit d'abord être annulé. On a évidemment ces images de but qu'on peut revoir, évidemment, François Xavier. Non, c'est terrible. Tchadia Femba, les images même du but Tu m'as sauté, Oui, vous allez réagir, Didier. Oui, je veux dire, pour moi, je déplore peut-être, je vais déplorer une situation que peut-être beaucoup n'ont pas vue. On sort d'une Coupe d'Afrique, c'est ce qu'on ignore. Et la Coupe d'Afrique, on a élevé le niveau. Un monde de football disputé le dimanche 2 octobre à Yaoundé, au lendemain de cette rencontre remportée par les Cotoncule. Je disais, on sort d'une Coupe d'Afrique et dans laquelle on a élevé le niveau, on devait plus avoir des points basiques de kit matériel. On devait plus avoir ce genre de problème. C'est-à-dire qu'elles auraient dû avoir leur kit. Elles auraient dû avoir des kits. Bon, le problème n'est de quoi? Il faudrait qu'on le dise. Les arbitres ont été convoqués tardivement à la veille du match. Je pense que, honnêtement, pour moi, ça fait un problème. Femba, juste te relancer, je te donne quand même l'information que ce qui est dit là, de ce qui a été dit sur le fait qu'elles ont été convoquées à la veille du match,
Aujourd'hui, Ça, tout c'est le monde ce qui est dit sur les réseaux sociaux. parce que des réseaux tout le monde peut discuter avec Ateza. Non, elle donne l'information. Non, je ne parle pas des réseaux sociaux. Non, je ne te dis pas, que tu parles des réseaux sociaux, mais je te dis quand même qu'Ateza, elle ne soutient pas ça. Elle dit qu'elle a été contactée, récemment, elle dit qu'elles ont été contactées en début de semaine. Il y a juste une seule personne qui devait officier qui n'est pas là, c'est que, si vous remarquez bien, il y a un assistant qui est un homme. Ouais. Il n'aurait pas dû être là. C'est lui, effectivement, qui est contacté la veille parce que la bite qui doit être là dit qu'elle a un malaise au dernier moment et on le fait venir pour. Donc, il y a ces différentes versions. Après, toi, tu es libre d'avoir ta version. Je voulais juste rappeler qu'il y a cette autre version. Une programmation se fait en principe dans les 72 heures. Ça, c'est les tests. OK. Et lorsque la programmation est faite, si vous avez dans un cryo des internationales, elles prennent des dispositions pour le matériel. OK? Des internationales ne viennent pas jouer un match d'envergure sans les dispositifs pour le matériel. OK? Si elles sont programmées à temps, il ne faut pas la magie pour savoir que la programmation n'a pas été faite à temps. Lorsque les internationaux sont programmés à temps, ils prennent des dispositions pour mettre le matériel, au moins le minimum, le basic, qui est le kit oreille. On n'a pas dit la VAR. Parce que regardez même au championnat camerounais, lorsque les internationaux sont programmés, que ce trio international, ils sont des kits. Les championnats camerounais, quand vous voyez les championnats camerounais, lorsque Alioum jouait avec Mekwande et le dernier Noupoué, lorsque Alioum, Noupoué et Mekwande jouaient des matchs, lorsque le trio était programmé, les gars jouaient des kits. Championnat camerounais qui n'étaient pas de la fédération. Donc, ils s'organisaient parce que c'est aussi leur image. Parce que cette situation va prendre un coup avec le indice au niveau de la CAF, que ce soit la BIT, que ce soit l'assistante. J'ai envie de te poser une question. Oui. Est-ce que tu penses que si elles ont des kits, la décision peut être contraire? Si elles ont des kits, c'est une autre phase de jeu. Ça veut dire ceci. La communication peut exister. La communication peut exister entre l'assistant numéro 1 et l'arbitre du match. Et lorsque la communication existe, c'est l'arbitre qui est le dernier mot, qui est la dernière personne à trancher d'une situation. L'assistante peut signaler effectivement. Elle peut signaler que effectivement, elle peut interpeller l'arbitre et l'arbitre prend sur elle de valider ou pas. Mais lorsqu'il y aura des séances d'autocritique, les arbitres font les séances d'autocritique. Bien sûr, après le match. Voilà. Après le match, et que elle va convoquer cette situation et cette phase de jeu avec preuve à l'après. Parce que ces kits sont enregistrés. Mais écoutez-moi bien. J'entends ce que tu dis. Voilà. Donc ça veut dire qu'on pourrait écouter les kits. Ou est-ce qu'elle a interpellé l'arbitre et l'arbitre a pris sur elle de valider le but et à ce moment, l'assistant ne sera plus mis en cause dans la situation querellée. Oui, mais le problème, c'est que quand tu le dis parce que ainsi, maintenant, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de communication. Il y a eu communication. Non, le kit n'est pas un problème. Il y a eu communication, Fumba. Le kit n'est pas un problème. Il y a eu communication. On ne peut pas matérialiser cette communication. Le kit n'est pas on peut visionner l'action. Le kit n'est pas un problème. On peut visionner l'action. Le kit n'est pas un problème. Parce que c'est l'homme, c'est l'être qui déclenche le kit. Et ça part d'une intention. Mais si j'ai le kit et je n'ai pas l'intention de le déclencher, le kit ne va pas se déclencher seul. C'est pour dire quoi? Moi, j'ai suivi, je pense que Georges Bibé n'est pas cohérent. Parce qu'il dit que la faute est une grosse bourde de l'arbitre central. Mais après, il accuse l'arbitre, l'assistant. Ça veut dire que l'arbitre central n'y est pour rien. Non, en fait, la bourde, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour le corps arbitral dans l'ensemble. L'arbitre central n'y est pour rien. Non, c'est pas j'ai regardé le match. Et puis, ce sujet-là, ça divise. Ça divise, ouais. Ça divise. Finalement, on ne sait plus qui a raison, qui a tort. Donc, si ça divise, moi qui ne suis pas un expert de ces choses-là, je dis que Coton Sport a gagné, basta, on sort de ce débat-là. Maintenant, parce que moi j'ai regardé le match, je ne suis pas un expert des questions d'arbitrage. La réaction de l'officiel que moi j'attendais, c'était celle de l'arbitre, de l'assistante. Elle a gardé son fanion. Puisque si elle avait levé le fanion, ou bien aller dans le stade, automatiquement, l'arbitre central aurait pris une décision. Elle n'a pas fait. Donc si elle n'a pas fait, ça veut dire qu'elle qui était plus proche de l'action, elle a compris que l'action est validée. Elle a validé. Elle a compris que l'action est normale et puis elle a validé. Et puis ça me rappelle
Il y a eu toujours des erreurs dans le football. Hein. Ça me rappelle, je ne sais pas si c'était des erreurs, ça me rappelle. De temps en temps, il faut l'histoire et pouvoir d'argument. En Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Mexique 86, Argentine contre l'Angleterre. Il y a eu une histoire pareille, avec la main magique, la main de Dieu de Diego Maradona. Vous vous souvenez? Tu devais être très jeune à l'époque. La main magique. J'étais déjà né. Vous vous souvenez? Mais ça n'a pas empêché, le but a été validé. Et puis l'Argentine a eu sa coupe, vous comprenez. Donc, moi je crois que le match est terminé. Et puis, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comme vous n'allez pas mais en plus, il y a des séances d'autocritique après le match. En matière d'arbitrage, c'est normal qu'on refasse ce match. Parce qu'il y a des séances autocritiques pour que les erreurs ne reviennent plus prochainement. Ceux qui tirent sur l'arbitre central n'ont pas raison. Elle était un peu plus loin. D'accord. L'action. Mais il y a une faute. Elle était un peu plus loin. C'est une faute, c'est une faute, c'est loin de l'action. C'est une faute. Mais ça ne peut pas être une faute parce que c'est pour cela que l'arbitre assistant est là, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, elle peut être décalée. C'est pour ça que l'arbitre, l'assistante est là. Oui, et puis l'assistante, si l'assistant n'a pas levé son fanion, ou bien n'est pas rentré de ça, ça veut dire que le but n'était pas je voudrais quand même dire quelque chose à Didier, parce que je pense qu'il ne m'a pas bien suivi tout à l'heure. Non, il est difficile d'extraire. Il est difficile d'extraire. Tu as dit qu'elle a commis une grosse bourde. Non, attends. Et tu as bien dit que c'est une dame. Attends, mais je suis vivant, je peux dis que tu vas reprendre. Non, c'est-à-dire, Didier, à la base, c'est le corps arbitral qui a failli. Là, je suis d'accord. Il ne faut pas... Parce que la personne qui prend la dernière décision, c'est-à-dire qui a le sifflet, c'est l'arbitre central. Donc, c'est le corps arbitral qui a failli. Maintenant, effectivement, sur cette action... Qui a failli, c'est ton avis, hein? Mais j'ai donné des arguments pour démontrer ça. Donc, l'arbitre central, si tu veux, sa responsabilité, quelque part, c'est qu'elle peut aussi être un peu plus proche. Elle est beaucoup trop loin. Ça aussi, c'est sur elle. La deuxième chose, c'est que l'arbitre central sait très bien, indépendamment de la position de l'arbitre de touche, du juge, elle sait très bien que quand un gardien de but a un ballon dans sa surface de réparation, s'il saisit le ballon de la main, s'il ne relâche pas le ballon de lui-même et qu'il y a un contact, peu importe la nature du contact, c'est une faute. Or, elle a quand même vu qu'il y a contact, mais elle a probablement estimé que le contact est léger. Et elle a validé le but. Donc là aussi, c'est une faute. Donc on ne peut pas l'extraire. Maintenant, évidemment, sur l'arbitre de juge, c'est clair. C'est que c'est sa zone, c'est elle qui est mieux positionnée. Et c'est là où je n'étais pas d'accord avec Femba tout à l'heure. Autant je peux comprendre que pour un match de cette envergure, effectivement, il faut les moyens techniques. C'est impossible, c'est inadmissible. Mais cela ne peut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu communication, parce que je le reprécise, avant que ces moyens-là n'arrivent, les arbitres avaient des moyens de communiquer. Donc, elle aurait dû ne pas aller vers la ligne médiane, parce qu'à partir du moment où elle serait restée, si Artisan avait l'assurance qu'il y a faute, elle ne montrait jamais. Alors, si elle monte, c'est que de son point de vue, il y a but. Donc, à partir de ce moment, sa responsabilité également est engagée. Elle peut même monter l'arbitre valide. Oui, non, on a déjà parlé. Elle peut ne pas monter l'arbitre valide. Comment? Elle peut ne pas monter. Non, mais à partir de ce moment, il y a un problème. C'est là où moi je veux qu'on regarde le l'autre côté. À partir de ce moment, elle peut ne pas monter. Elle lève même son fanion. L'arbitre dit. À partir de ce moment, donc. Et elle doit bien se plier à la décision de l'arbitre. À partir de ce moment, donc. À partir de ce moment, la responsabilité revient uniquement à l'arbitre. Alors on dit la même chose. C'est ce que j'ai dit ceci. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Comme l'arbitrage, permets-moi une seconde. Comme l'arbitrage a évolué, on ne veut plus exposer les arbitres. On a mis des kits pour dire que pour l'équipe permettre à quoi? De donner ta position. On dit bien tu es assistante. Il y a un arbitre et il y a des assistants. Vous assistez l'arbitre et en assistant l'arbitre, vous communiquez. Je pense qu'il n'y a pas but. Pourquoi? Permets-moi de finir. Je pense qu'il n'y a pas but. Pourquoi? Parce qu'il y a eu charge déloyale sur le gardien. Elle dit, OK, mais moi je prends sur moi de valider. On est d'accord. Donc, ça se passe en quelques secondes. Vous, le spectateur, vous ne ressentez pas le fait qu'il y a eu un mésaccord ou bien il y a eu des échanges. Je suis entièrement d'accord avec toi que s'il y a ces moyens et cela permettrait quoi?
de protéger les arbitres. Bien Parce sûr. qu'on joue une finale. Ça, c'est dans pour les prochaines. Oui, pour les échéances. prochaines Parce que ça finales, protège il faut l'arbitre. absolument Parce qu'on joue retrouver- une finale. Les arbitres sont dans notre environnement. Parce que imaginez quel est le comportement de ces arbitres dans la rue maintenant. Pour les supporters de Bamboutos qui penseraient que le match a été biaisé à cause de l'arbitrage. Alors qu'avec l'oreillette, on n'aurait rien su. Je tiens quand même à te dire que, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça pose un problème, mais on voit aussi que la fièvre est en train de redescendre et soyons heureux parce que ça aurait pu se passer. Il y a eu des actes de vandalisme, un peu quand même à la fin du match, mais là on sent que ça redescend. Mais après, en quelques secondes, Lydie, n'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes. Rappelons-nous qu'il y a de cela quelques années, là on est bien heureux, c'est le Premier ministre qui est venu diriger la finale. Ouais. N'oublions pas généralement que quand c'est le chef d'État qui est là, parfois il est arrivé que le protocole décide de dire à l'arbitre de manière directe que si c'est 0-0... Ah oui, non mais... Mais c'est pour ça que le règlement spécial, la Coupe du Monde dit, la Coupe du Cameroun, c'est discutable, c'est bon. Le règlement spécial, la Coupe du Cameroun dit ceci, en cas d'égalité, on va au tir au but. C'est pour ça qu'on n'est pas des prolongations. Et les phases de tir au but ne peuvent passer les temps. Bon, on a pris les dispositions pour pallier. Et paix à son âme d'un arbitre qui s'appelle M. Ndiki Gilbert, qui est décédé, qui a dirigé la finale de 2002. Parce que tu dis que c'est il a témoigné, c'est connu. Les instructions. Est-ce qu'il a l'élément dans lequel. Est-ce qu'il a donné l'élément qui disait qu'il faudrait que. Est-ce que l'élément matériel est là? On ne lui a pas dit de donner donner le match d'un côté. On lui a dit, avant le début du match, qu'il est mieux par rapport à des raisons que est-ce qu'on a l'élément matériel là? Est-ce qu'on a l'élément matériel? Que j'aille jusqu'au bout. On n'a pas l'élément matériel. Ça n'a pas jusqu'au bout. Parce que si c'est 0-0, c'est compliqué. Donc, lui, il a pris sur lui de décider d'aller jusqu'à un certain niveau. Heureusement, il y a un but qui est entré et ça a résolu. On sait très bien que dans notre contexte, parfois quand les autorités sont là, à une certaine heure, alors pour sortir il faut faire un certain nombre de choses pour que ça n'aille pas plus loin. Ça peut arriver. Sport des Garois. Ben oui, c'est pas un hasard. Cotons Club, c'est le club très très professionnel, le mieux organisé actuellement dans notre championnat. Moi, c'est pas un hasard. Et puis, je crois qu'ils ont même un lion indomptable. Il y a un lion qui est dans le groupe de Sombaranac. Moi, je pense que les résultats arrivent lorsqu'on travaille. Ouais. Vous comprenez? On peut discuter sur la qualité du but, mais on ne peut pas discuter sur la qualité du jeu. Reste un beau champion. Professionnel, bien organisé, bien encadré. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de l'improvisation. Et puis, je salue aussi la mobilisation de Bamboutos. Il y a un mont, le mont Bamboutos, à Bouddha, le mont Bamboutos. Donc, c'est ce mont-là qui a donné son nom à l'équipe. Alors, tu as déjà fait un mot sur Coton Sport? Bon, Coton, ça devient une habitude. Ça devient une habitude, mais il faudrait noter qu'il y a un travail de fond. Et il y a un travail de fond. Ce que moi je retiens, je ne sais même pas Coton, excusez-moi, parce que Coton on est habitué à remporter. Bon. Vraiment, j'ai été impressionné par la qualité du jeu produit par Bamboutos. Mais derrière ça, je n'ai pas été surpris. Vous savez quand même qu'il y a quand même Doumbé Bosso qui a effectué Sango Doumbé Bosso, à qui je passe un bonsoir, qui a fait ses classes dans beaucoup de clubs et il est resté constant dans ses méthodes de travail. Ses équipes produisent toujours du bon jeu. Parce qu'il faudrait noter que Bamboutos a imposé un rythme. Il aurait pu plier le match. Bamboutos a imposé un rythme à Coton pendant un peu de 70 minutes. Moi, je ne m'attendais pas à voir Bamboutos avoir ce niveau de jeu. Je dis, ça prouve quand même que il y a un travail technique qui a été fait, qu'il faudrait mettre sur la place publique et encourager Bamboutos à travailler davantage, se servir de ses erreurs pour pouvoir remporter enfin ce titre. Parce que ce soit Bamboutos, l'EC, il y a beaucoup de clubs comme ça, ils gagnent beaucoup de foule. Il faudrait aussi être gratifié, mais pour être gratifié, il faut travailler. Il faut travailler. Georges Bimbe, Coton Sport. Non, bravo à Coton, je pense que c'est mérité. Je pense que quand même, c'est une équipe
qui travaille. Et puis, à un moment, il faut qu'on soit récompensé son travail. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci d'être venus, DJ Imkwa, Georges Bimé et Tchadia Fumba, qu'on espère retrouver rapidement. Merci à François-Xavier Kwa, qui était à la réalisation ce soir. Chibi, Yvonne Bagbo, Yvonne Amougou au maquillage. Merci à vous, amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.